Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, consacré ce soir à un sujet d'actualité. Ce n'est pas dans nos habitudes de parler d'actu. On essaie plutôt sur Orage d'Acier de faire un travail de fond, un travail de traiter des sujets, froids, comme on dit dans la presse, c'est-à-dire des sujets qui ont une durée de vie plus longue que la simple actualité. Mais enfin, on a trouvé opportun avec l'équipe de vous entretenir ce soir d'un sujet qui fait l'actualité, mais qui a aussi, je dirais, son histoire, une histoire ancienne, maintenant presque 200 ans. C'est un sujet qu'on a déjà abordé à ce micro avec au moins l'un de nos invités ce soir. Chinois, bonsoir. Bonsoir. Lorsqu'on a fait les émissions sur l'état d'urgence d'une part et sur la société de surveillance d'autre part. Mais enfin, c'est un sujet qui revient souvent. C'est un sujet que Philippe Champ a également abordé à cette antenne. C'est le sujet important de nos relations avec la police et plus généralement les forces de l'ordre et plus globalement encore, je dirais, l'ensemble de la puissance étatique. Quelles relations doivent entretenir les militants politiques, les militants révolutionnaires avec les représentants de l'État ? On l'a déjà dit, mais enfin, entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, il ne faut pas balancer. Donc on va le redire ce soir, c'est dans le titre, hein, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Le titre de cette émission, Charvet, c'est ACAB, All Cops are Bastards, tous les flics sont des bâtards. C'est une expression qui, je crois, prend son origine chinoise dans la culture hooligan outre-Manche. Oui, c'est exactement ça. C'était surtout les hooligans et puis liés au football. Et ça s'est retrouvé d'ailleurs dans un film très récemment, un film italien très bien conçu qui s'appelle ACAB. Mais donc c'est lié vraiment à une culture du football. On peut dire que c'est une sous-culture urbaine, cette sous-culture des petits blancs des stades qui souvent ont des boulots d'employés ou quand ils ont un travail, quand ils ne sont pas chômeurs ou de petits fonctionnaires. Et qui, dans une société complètement aseptisée, essaye finalement de retrouver des pratiques viriles, alors sans doute à certains égards un peu régressives, puisque on voit bien que ce chauvinisme des clubs qu'on retrouve dans les firmes et dans les groupes ultras, plus globalement parmi les groupes de supporters, finalement consiste essentiellement à s'alcooliser, à soutenir dans la défaite comme dans la victoire son équipe de foot, et dans une certaine violence qu'on pourrait qualifier d'urbaine. Je crois d'ailleurs que c'est les qualifications qu'on lui attribue maintenant dans le système de répression justement policier. Cette culture, elle a à la fois sa fascination, son intérêt pour le militant politique. Elle a aussi très très vite, on trouve ses limites. Hein, je me souviens de rencontres avec des ultras ou des hooligans, je ne sais pas quel est le mot exactement on peut leur attribuer. Et je me souviens qu'autour d'une bière, justement, on discutait avec quelques camarades, disons pour faire vite, identitaires lyonnais, qui soutenaient également le stade, qui étaient principalement des militants du stade, et qui, finalement, vouaient une haine peut-être plus féroce encore aux supporters du PSG ou de Marseille ou de Bordeaux ou de Toulouse ou ailleurs, parfois même de Saint-Étienne, qui sont leurs voisins, parfois même des militants de Nice, des militants identitaires comme eux de Nice, parce qu'ils soutenaient un autre club. Et finalement, leur focalisation, toute leur attention était concentrée sur leur détestation des autres clubs, y compris, je le dis encore, d'autres firmes militantes marquées par la même famille politique. Hein. Pour eux, c'était ça le plus important. Et c'est en ce sens-là que je dis c'est régressif. Donc cette parenthèse me permet de préciser quand même que si nous reprenons ce cri de guerre ACAB, All Cops are Bastards, c'est pas dans un sens de cette sous-culture urbaine, même si nous en assumons, je dirais, à la fois l'origine et la popularité aussi, parce que c'est vrai aussi que les hooligans ont rendu ce slogan très populaire. C'est plutôt un slogan, et on n'a pas l'habitude à ce micro, ni ailleurs, chers camarades, de raisonner par slogan, mais ça peut quand même être un cri de ralliement simple, parce que les nécessités de la politique, on va en parler pendant cette émission, nous l'imposent. Charvet, oui, un commentaire ? Juste slogan pour slogan, je préfère très largement ACAB à la police avec nous. Ouais, voilà. Donc on va écouter d'abord un petit bobino qui s'intitule ACAB. On revient juste après.
après cette petite introduction sonore, messieurs, on va reprendre dans le vif du sujet. On a intitulé cette émission ACAB parce que la police, en ce moment, manifeste dans les rues et cherche un soutien populaire. Précédemment, pendant les manifestations du milieu ou du début des années 2000, jusqu'à la Manif pour tous dans les années 2010, 2013, entre 2012, 2013, 2014, lors de mobilisations, lorsqu'il y avait une rencontre avec les forces de l'ordre, on entendait ce cri de ralliement que tu rappelais, Charvet, à l'instant, avant la pause, la police avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire des milieux, des courants militants, des individualités qui appellent la police à ce ralliement? Les militants du Lys Noir, par exemple, en ont appelé. Finalement, c'était l'appel à l'armée, l'appel aux soldats, qui est une ancienne rengaine des milieux nationalistes, voire des milieux nationalistes avec une veine révolutionnaire. C'est l'appel aux soldats. Ça nous rappelle évidemment la guerre d'Algérie, l'appel au corps constitué de l'État, et qui, c'est vrai, dans les temps d'interrègne comme le gouvernement Hollande, finalement, est un réflexe politique. Charvet. Le mythe de la police avec nous, c'est l'éternel mythe droitard, du droit qui tout d'un coup se réveille un matin et décide de retourner ses armes contre les mecs qui leur filent leur salaire depuis des mois et des années. On voit bien qu'historiquement, depuis 200 ans, ça s'est jamais passé. Et que bien au contraire, les flics, l'armée, ont été ceux qui, en 1905, ont attaqué les églises et ont défoncé les portes au moment des inventaires. Donc, qui, en 40, ont traqué les résistants, ont cabané au moment du Veldiv. En Algérie, ont traqué les patriotes de l'OS. Plus récemment, ont traqué tous les patriotes. En 2013, ont gazé, traqué, matraqué. Tout au long de nos parcours militants ont été nos rencontres nocturnes, nos moments de collage, et ont toujours été du côté du manche pour filer des coups de trick, le cas échéant en nous soufflant à l'oreille qu'ils étaient avec nous et qu'ils étaient bien désolés de nous foutre des coups de trick sur la gueule, mais que c'était le jeu et qu'ils étaient payés pour ça. Et on voit bien que le mythe de l'armée avec nous, du soulèvement militaire, ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais, tout simplement parce que le chien ne mord jamais la main de celui qui le nourrit. Jamais, on ne sait pas. En tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que s'il y a retournement, ils seront probablement parmi les derniers à rejoindre, je dirais, le soulèvement populaire. Ce que je veux dire, c'est que là, j'en discutais avec un camarade dans la voiture tout à l'heure, on voit les policiers qui attendent avec beaucoup d'impatience le ralliement des populations civiles à leur gronde, à leur fronde même, contre le pouvoir. On a quand même assisté à des scènes un peu hallucinantes, chinois, on va peut-être en dire un mot, de ces policiers masqués. Donc là, on va aussi souligner les contradictions de cette mobilisation. Des policiers masqués qui rompaient des barrières posées par les gendarmes pour déferler sur les Champs-Élysées, pour s'approcher de l'Élysée et de la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur chinois. Pour compléter les propos de Charvet, il y a 3 mots: romantisme, providentialisme et légalisme. Ceux qui croient, comme le Lys Noir, que l'armée ou la police va nous suivre sont vraiment des penseurs romantiques d'une révolution qui est déjà aboutie depuis 200 ans. C'est trop tard. Oui, on peut dire romantiste dans le sens où le Lys Noir, comme tous ceux qui en appellent au putsch ou au ralliement des forces de l'ordre, finalement, et invoque une figure presque littéraire. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec les rédacteurs du Lys Noir, ils disaient volontiers que cet appel aux soldats était une aventure, c'est ces mots, je les mets entre guillemets, politico-littéraire. C'est exactement ça. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ça. De même que le providentialisme, comme certains camarades qu'on a pu voir à la LMPT, mais qui disaient, il faut attendre la providence. Oui, mais c'est pas la providence qui va vous sauver demain d'un accident ou d'une attaque. Et donc, il faut, de la même manière, ne pas attendre que la police les CRS posent leur casque et se mettent de notre côté. Enfin, le légalisme, pourquoi ? Puisque le policier va dire, lui, le policier, même s'il peut être de notre côté, il a un principe. L'ordre, c'est l'ordre. Et donc, à partir de ce moment-là, on va respecter la loi parce que l'ordre, c'est l'ordre et on doit faire respecter l'ordre. Et donc, il ne pensera absolument pas, et il faut bien voir que là, c'est un combat de syndiqués. Ce sont les syndicats de police qui font le travail. Donc, il y a une forme d'intérêt, de classe. Il y a un intérêt corporatiste. Il y a un intérêt corporatiste qui rentre en ligne de compte, puisque finalement, eux, ce qu'ils demandent aussi, c'est que les commissaires les suivent. Mais
C'est très intéressant parce que c'est très prolétaire finalement, et c'est pas péjoratif dans ma bouche quand je dis prolétaire. Oui, tu veux dire que c'est la base qui est mobilisée et qui cherche aujourd'hui à retrouver aussi une légitimité en faisant descendre sa hiérarchie également dans la rue. Tout à fait, exactement. Même s'ils se rendent compte que le commissaire, s'il veut, il veut promouvoir sa carrière, ne le fera jamais. Donc ça, c'était vraiment pour compléter les propos très intéressants de Charvet sur ce que vous disiez. Oui, il y a des principes contradictoires. Enfin, c'est une profession où ils ont signé dès le départ en sachant qu'ils n'avaient pas le droit de faire grève, que leur manifestation était limitée et restreinte, mais aussi, comme vous le disiez, que ils avaient le visage caché pour ne pas faire l'objet de sanctions disciplinaires. Mais donc du coup, dois-je leur rappeler que le décret de 2009 pose l'article R645-14 du Code pénal, qui explique que le fait pour toute personne qui cache son visage dans le cadre d'une manifestation publique et qui serait susceptible de troubler l'ordre public peut avoir une sanction pénale et une amende. Nous, ils se gênent pas pour nous arrêter et nous poser ce principe-là quand on a même ne serait-ce qu'un passe-montagne. Oui, si on a un bandana, on l'a vu quand on portait des bandanas contre les gaz, ils ont utilisé cet article pour arrêter certains d'entre nous qui étaient considérés par exemple comme des leaders, des meneurs ou des gens qui avaient des intentions particulièrement belliqueuses. C'est d'ailleurs, je le rappelle, la loi qui a préparé la venue de la loi anti-burqa, hein, parce que c'était une première pierre sur cette interdiction faite de circuler masqué dans la rue. Je rappelle ici que Bernanos rappelait que les gentilshommes circulaient masqués dans la rue pour mener leurs affaires. Tout à fait. D'ailleurs, le chevalier en armes avait tout le temps son aume, et si le geste militaire qu'il revêt pour dire je te montre juste qui je suis, donc je relève mon aume, mais sinon c'était quelque chose de masqué. Oui, c'est de là que vient le salut militaire que font aussi, je crois, les policiers devant leur hiérarchie d'ailleurs. Tout à fait. Voilà les premières contradictions qui interviennent, et donc c'est assez étonnant, même déroutant, de voir que ces policiers se plaignent d'être restreints dans leur liberté de circulation de manifestation, alors qu'ils ne se gênent absolument pas pour le faire quand il y a toute forme de contestation. Alors, je pense à la LMPT, je pense à la loi travail, je pense bien sûr à Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes et à tous nos camarades exploitants agricoles et qui ont été absolument dérangés sur ce principe et ils avaient le droit juste de la fermer. Et ils pouvaient pas se plaindre. Là, on a quand même vu, c'était gentil quand la gendarmerie les bloquait, ils avaient quand même beaucoup négocié. Donc, ils ont quand même une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante, mais je trouve que c'est quand même marrant que l'arroseur soit arrosé. Oui, là, c'est vrai qu'il y a un principe exorbitant du droit qui, en fait, que les policiers s'autorisent de pratiques qui sont finalement des pratiques légitimes dans le cadre d'une contestation et qu'ils nous dénient en permanence et dont ils sont finalement le principal bras armé. Je voudrais, avant de redonner la parole à Charvet, revenir un tout petit peu sur les 3 mots que vous avez posés et qu'on les commente un petit peu, Charvet, si vous en êtes d'accord. Le premier, c'était romantisme. Hein, ceux qui en appellent à l'armée, à la police, et particulièrement à la police, ceux qui en appellent au corps constitué de l'État, font preuve de romantisme. Ça, je crois qu'on en a dit assez là-dessus. J'aimerais quand même revenir sur les 2 autres points. Vous avez dit providentialisme. En effet, on en discutait dans la voiture avec ce camarade que j'évoquais tout à l'heure, pas plus tard que cet après-midi. Il m'évoquait le cas de ces carabiniers, donc on pourrait dire des gendarmes italiens, qui, devant les protestations de la population face à l'invasion des migrants, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé il y a presque 2 ans maintenant, ont enlevé les casques. Ce qui est un signe, quand même un signal très très fort sur le plan du symbole et même sur le plan pratique, parce que ça veut dire on désarme. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, chinois, le salut militaire consiste en fait à relever le aume, et plus largement, enlever le casque, c'est le signe de la confiance que manifeste un soldat. Je rappelle que tous les gendarmes sont maréchal des logis, et le maréchal des logis, le symbole, c'est le symbole du sergent, c'est le chevron qui renvoie au grade de chevalier. Hein. Donc on a affaire à on pourrait dire des hommes d'armes, des gendarmes qui enlèvent le aume, qui enlèvent leur casque et qui disent donc à la population, voilà, au service de laquelle ils sont censés être. Hein. Donc ils enlèvent leur casque, ils disent en gros, on fait crosse en l'air, on vous rejoint. Le problème de ça, c'est que, et c'est là le point en rapport avec le providentialisme, c'est qu'on ne peut pas, comme militant politique, attendre un geste aussi, je dirais, qui engage autant la carrière de quelqu'un, qui engage sa vie familiale, sa vie économique, sa survie économique, pour, je dirais, mener nos opérations. On ne peut pas se structurer sur un événement aussi peu probable. Et c'est en ce sens qu'il y a providentialisme, pour préciser un peu votre pensée. Si vous m'arrêtez, Chinois, si je m'égare. Vous avez entièrement raison là-dessus.
Enfin, vous avez dit légalisme, et je crois que ça c'est le principal péché de cette attente qu'on peut comprendre sur le plan psychologique. Si quelqu'un qui ne sait pas poser ces questions ne peut pas nécessairement les résoudre intuitivement. Il faut avoir réfléchi sur le sujet pour se faire une idée, je pense, un peu plus arrêtée sur faut-il ou non en appeler à la police en disant, par exemple, la police avec nous lors d'une mobilisation. Les paysans le font parfois. On entend dans diverses mobilisations ce cri de ralliement, qui d'ailleurs, en France, Charvet le disait tout à l'heure, et s'est produit très très rarement. Je crois que le seul cas, c'est lorsqu'on a envoyé les régiments dans le sud-ouest viticole, où les régiments étaient encore à l'époque régionaux, et évidemment les fils n'allaient pas tirer sur leur père viticulteur, raison pour laquelle maintenant tout ça, c'est terminé. Bon, mais je veux dire, à part ce cas, ce sud qui boit rouge, qui boit du rouge, à part ce cas, aucun autre événement de ce genre ne me vient à l'esprit. Légalisme, je crois que c'est le péché originel de cette démarche. C'est qu'en réalité, les forces de l'ordre elles-mêmes sont totalement pétries de ce illégalisme. Elles sont elles-mêmes empêtrées dans leur incapacité à poser des actes définitifs qui leur permettraient de rentrer dans un véritable rapport de force avec l'État. Encore que, voilà, ces jours-ci, peut-être les choses me donneront tort. Mais enfin, là aussi, on retombe sur notre providentialisme. Si ils devaient poser des actes définitifs de rupture avec l'État, c'est que c'est un événement unique en son espèce, en tout cas dans l'histoire de France. Charvet ? Il y a un immense malentendu de la part de la population quand elle dit la police est avec nous. En fait, il y a deux malentendus. Le premier, c'est que la police en fait est en recherche de soutien de la population, alors que habituellement c'est elle qui la martyrise en priorité, c'est elle qui verbalise, c'est elle qui sanctionne pour la moindre peccadille, et c'est elle qui laisse courir les malfrats joyeusement. Alors, certes, raison de sa colère aujourd'hui. Absolument, ils ne sont pas les seuls responsables. Et en même temps, je vous donnerai plutôt tort parce que en réalité, quand on les écoute, leur vraie réclamation, c'est pas... Ils ne réclament pas plus de sanctions contre les brigands, etc. Ils réclament simplement plus de moyens pour se protéger. Si, on l'a entendu quand même. Pour être tout à fait honnête, Charvet, on l'a entendu dans les cortèges. C'est peut-être pas les revendications, je dirais, de la mobilisation qualité, mais on l'a entendu de nombreuses fois. Ils veulent que la justice fasse son travail. Ils en ont marre de voir des récidivistes, multirécidivistes dans les rues. Et ils veulent aussi modification de la loi sur la légitime défense. Parce que la loi en tant que telle est bonne. C'est ce que rappelle régulièrement Maître Thibault de Montbrial. La loi est bonne, la loi est bien écrite. C'est juste l'interprétation du juge qui est tellement restrictive qu'en fait, la chose est presque devenue impossible. Que ce soit d'ailleurs pour un policier comme pour un particulier. Peut-être même pire encore pour les forces de l'ordre. Donc si, ça fait partie des revendications. Mais revenez à votre propos. Donc il y a, le disait Chinois, une revendication profondément corporatiste de moyens, et de moyens humains et de moyens matériels. Il y a une aspiration de la police à réclamer un soutien de la population, alors que habituellement c'est elle qui la martyrise. Et il y a une faiblesse de la part de la population à donner un blanc-seing à la police automatiquement sous prétexte qu'elle descend dans la rue, en réclamant un soutien, alors qu'en réalité, alors même si vous me contestez un petit peu ça, mais il y a quand même très largement une demande matérielle plus que structurelle dans les réclamations de la police. Alors, il me semble qu'il y a d'autres revendications intéressantes qui se font quand même jour dans cette mobilisation, encore qu'elles ne soient pas entendues partout. Avec la clarté qui évidemment se fait entendre dans les cortèges, c'est une contestation de la hiérarchie dans son ensemble, demande de démission du responsable de la police, demande de démission du ministre, ça s'est entendu aussi de nombreuses fois, et puis des aveux de la hiérarchie, des aveux des syndicats. Ça, c'est un point important dont on dira peut-être un mot tout à l'heure avec Chinois, qui connaît bien ces sujets, mais je voudrais d'abord recevoir rapidement à notre micro le camarade Cazade, qui se fait rare, mais il a de bonnes raisons pour ça. Mais qu'est-ce que, en tant que militant, vous diriez, vous, de ce mot d'ordre à CAB? Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes encore un jeune militant par votre âge, encore vous avez beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que ce mot d'ordre mobilise en vous? Je pense que c'est un mot d'ordre qui correspond à une hygiène de vie. On entend souvent parler de la police qui aurait les mêmes idées que nous. On entend souvent parler de policiers qui nous laissent réagir. Néanmoins, on a quand même de nombreux camarades en prison, en France, mais aussi à l'étranger, et on a tous des cas personnels plus ou moins proches de personnes qui ont été arrêtées, voire emprisonnées par la police. Des personnes honnêtes. Des personnes honnêtes, des gens de bien et des gens qui œuvraient pour leur pays. Que ce soit un artisan qui se fait arrêter du jour au lendemain parce qu'il n'a pas suivi les règles d'hygiène, à un militant qui était en train de coller des affiches, qui avait 15 ans et qui fait 48 heures de gave, qui se fait embrouiller au lycée après, qui est viré pendant une semaine, ça c'est grâce à la police. Il faut arrêter de parler des individualités, de parler des sentiments des gens. La police dans son ensemble est l'arme de répression de l'État.
Et donc, même si vous avez des amis proches qui sont policiers, gardez toujours une certaine réserve envers eux. Voilà, ce ne sont pas vos amis, et quand on est policier un jour, on l'est toujours. Même si on a quitté son uniforme, on reste policier. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et ça s'applique aussi aux gendarmes. Il y a beaucoup de gendarmes qui sont parfois proches de nos idées, ou de ce qu'on appelle nos milieux. Les gendarmes sont des forces de l'ordre. Ils se sont peut-être engagés au début pour sauver la patrie, encore qu'il faut être assez débile pour le croire aujourd'hui. Tout le monde a Internet ou la télé chez lui. Un gendarme est là pour vous réprimer. Il est là pour vous réprimer au volant si vous avez bu un coup de trop, mais il est là aussi pour vous réprimer en manifestation. Le nombre de coups de trique reçus est innombrable. Mais c'est toute la société, en fait, qui est non seulement sous le joug de l'État du fait de son bras armé, que sont les deux bras, je dirais le bras gauche et le bras droit, que sont la police et la gendarmerie, selon les zones. Mais c'est au-delà de ça encore, pour les plus jeunes qui comprennent bien, il ne s'agit pas d'une culture anti-étatique comme ça qui flotterait dans l'air. C'est un régime. Le régime est illégitime. Le régime pratique une politique fiscale confiscatoire. Et lorsqu'on vient chez vous pour prendre vos biens parce que vous avez été mis en banqueroute par les banques, la police et l'armée, là en l'espèce, si c'est les gendarmes, viennent chez vous pour prendre vos biens au bénéfice des banques, et ou alors ils viennent vous réprimer, et ce n'est pas que l'État comme monstre froid, axiologiquement neutre, c'est le régime républicain qui met dans la tête de vos enfants la théorie du genre et tout ce genre de joyeuseté. Faut pas se tromper non plus sur les motivations des policiers. La police n'est pas là pour nous protéger. Combien de personnes connaissez-vous qui ont été sauvées par la police ? Moi, personnellement, j'en connais une, et encore son affaire est assez douteuse, donc j'ai du mal à y croire. Mais la police n'est pas là pour vous protéger, la police n'est pas là pour vous sauver. Et si c'était le cas, si justement nous ne sommes pas contre l'État, nous ne sommes pas contre les gendarmes qui avaient été instaurés, qui n'a rien à voir avec la gendarmerie d'aujourd'hui, qui luttaient contre les brigands pour garder les routes sûres, aujourd'hui on sait où sont les brigands, aujourd'hui on sait où sont les routes qui ne sont pas sûres, et pourtant il n'y a aucun policier sur place. Et c'est aussi parce que les policiers, malgré ce qu'ils disent en parlant de manque de matériel, les policiers démissionnent du 93 pour aller travailler dans le 16e arrondissement. Et ça, faut pas l'oublier. Eux aussi, ils cherchent le confort et ils sont pas là pour lutter. Ils sont là pour toucher leur pognon à la fin de la semaine. Alors, certainement qu'il y a des choses qui sont empêchés d'agir par, je dirais, toute une culture qui règne à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, comme d'ailleurs très largement au ministère de la Justice. Ça, c'est encore pire. On sait bien cette culture de l'excuse, cette culture de la sociologie qui vient expliquer tout par la biographie malheureuse de tel ou tel délinquant. Mais on sait aussi qu'il y a une culture démissionnaire, en effet, qui n'est pas que du fait de la hiérarchie, qui dans sa lâcheté. Il y a également une culture démissionnaire de la part des flics eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils privilégient, ils se sont très volontiers pliés finalement à la politique du chiffre. Ils acceptent le principe du STIC, le STIC qui est ce fichier totalement hors la loi, qui a été dénoncé par un seul commissaire, qui d'ailleurs, je crois, fait toujours sa carrière à Damary Lélis. S'il nous entend, je le salue. Mais enfin, c'est quand même l'exception. Aujourd'hui, les flics acceptent le régime d'exception. Ils acceptent, par exemple, est-ce qu'on a entendu les flics contester l'état d'urgence dans ses abus, alors qu'ils sont quotidiens? On ne l'a pas entendu. Donc, Kazad, vous avez entièrement raison. Il s'agit bien de noter que le mal n'est pas extérieur à la maison Poulaga, le verre est dans le fruit. Mais même, est-ce que vous avez déjà vu les policiers dire non au radar ? Mais non, la police dit pas non au radar, la police dit pas non à la vidéosurveillance non plus. Il dit pas non à tous ces gadgets qui permettent l'état totalitaire, qui empêchent ce qu'on peut appeler un vrai travail de police au sens... La police d'enquête. Au sens de... Je pensais à Le Floch, je pensais à Fouché, voilà. Tous ces instruments totalitaires ont été mis en place, ils ont été accueillis plutôt chaleureusement par la police. Et aujourd'hui, sont mis à action contre eux. Les manifestations de police commencent à être réprimées. On sait notamment qu'elles sont filmées et que la hiérarchie zoome sur les plaques de véhicules pour ensuite convoquer les policiers et leur distribuer non pas des récompenses cette fois, mais plutôt des punitions. Est-ce que finalement, Chinon, on n'assiste pas à une prolétarisation du métier de policier par sa technicisation, ce que soulignait à l'instant Kazad, c'est-à-dire que est-ce que l'immixtion finalement massive de la machine dans le métier de policier, aussi l'accroissement absolument délirant et inflationniste de la police administrative ne vient-elle pas finalement troubler ce vieux métier chinois? Oui, les manifestations actuelles montrent bien d'ailleurs aujourd'hui l'écart, le fossé énorme entre les commissaires de police d'un côté qui, eux, veillent à leur carrière, sont sous les ordres des préfets, il ne faut pas l'oublier, et donc ont envie aussi d'évoluer, et puis le fossé avec la base en fait de la police, c'est-à-dire les gardiens de la paix, et puis les officiers de police qui, eux, vont effectuer entre guillemets les sales tâches
pour des salaires qui sont honnêtement pas du tout comparables par rapport à ce que peut toucher un commissaire. Donc là, ça met vraiment en avant les écarts qu'il peut y avoir avec les moyens qu'ils ont, surtout. Donc, Une sorte de lutte de classe à l'intérieur du commissariat, quoi. Tout à fait. En fait, il y a là, je crois que, enfin, on s'en rend bien compte. Et puis le Kazad parlait des policiers qui voulaient partir à Neuilly. Enfin, si vous regardez, je crois qu'il y a plus de patrouilles de police à Neuilly le soir que dans le 19e arrondissement. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'ils sont totalement délaissés. Et là, c'est pour peut-être, mais on peut aussi en débattre. Nous ne sommes pas contre la police parce qu'elle est la police. Nous sommes aussi contre les missions régaliennes qui sont assignées à la police et au respect par les policiers de ces missions. Au bout d'un moment, nous, on veut que le policier, il arrête les violeurs, il arrête le migrant qui va agresser nos jeunes filles européennes et aux trafiquants de drogue. Et surtout, peut-être, pourquoi pas, qu'il aille chercher le chat en haut de l'arbre. Mais qu'il aille certainement pas donner des coups de matraque à nos camarades parce qu'ils ont contesté et que ensuite le même policier va se plaindre que lui ne peut pas contester. Y compris d'ailleurs à nos adversaires, parce que les violences qui se sont déployées contre la contestation de la loi travail laissent là aussi pantois devant la contradiction des forces de l'ordre qui manifestent aujourd'hui, alors même que il y a quelques semaines encore, avant l'été, encore que ça a repris, donc les violences sont repris aussi, ils ont fait preuve d'un déploiement totalement disproportionné de force. Alors, on est toujours content de voir des gauchistes se faire éclater. Je salue ici Marceau et FDP de la mode. C'est toujours amusant. Mais si on prend le temps de ne pas seulement plaisanter et de réfléchir un peu, un principe ne valant que par sa généralité, nous voulons aussi la liberté d'expression pour nos adversaires. Ça va être l'heure de la pause musicale. Charvet, un petit mot ? Simplement, il ne faut pas oublier, et je crois que ça va pas être encore évoqué aujourd'hui, que plutôt que de parler des forces de l'ordre, il faut parler des forces du désordre. Ce n'est pas l'essence de la police que nous combattons, c'est-à-dire le fait d'avoir une institution, mais simplement une police qui est au service d'un État, au service d'un État injuste, qui a totalement inversé la pyramide des valeurs. C'est-à-dire qu'on a une police qui, aujourd'hui, sanctionne les gens qui veulent se défendre et favorise tous les éléments du désordre, le chaos, les trafics parallèles. Commencer par le désordre dans les institutions dont parlait notre maître Charles Maurras. En effet, une police d'un ordre injuste ne peut être finalement que l'ordre des matraques. On écoute et on se retrouve après la pause musicale. Elle faisait le tapin près de la rue.
Chers amis auditeurs, après cette pause musicale Cayenne du groupe Parabellum, nous allons reprendre nos échanges sur la question de la police et des relations que les militants politiques, les militants révolutionnaires doivent entretenir avec les forces de l'ordre, les forces du désordre, comme nous le rappelait Charvet avant la pause. En effet, quand un État est illégitime et spoliateur et fondé sur le mensonge et la violence, ces bras armés ne sont que les mandataires du mensonge, de la violence également. Et en ce sens, ce sont des forces de désordre. Avant la pause musicale, on a eu un échange un peu bref sur lequel je voudrais revenir, Chinois, sur la question de cette revendication des forces de l'ordre, qui à mon avis est légitime dans le cadre, je dirais, du climat actuel, de la prison pour personnes lancée par la réforme Taubira, qui fait elle-même suite à la réforme Dati. On voit bien que cet esprit, qui rentre d'ailleurs en résonance avec ce qu'on a déjà dit lors de notre importante émission sur l'état d'urgence et sur la société de surveillance, sur ces deux émissions auxquelles vous étiez présents, Chinois, sur la question de cette inflation de la police administrative. On voit bien qu'il y a un parallélisme, d'une certaine façon, entre un État totalitaire dont parlait Cazade tout à l'heure, qui s'implante partout, qui se mécanise, qui s'informatise, qui rentre même dans la biopolitique de la ville, par l'urbanisme même, et en même temps avance aussi, par le biais de la police administrative, cette police actuarielle dont parle Lucien Cerise dans son ouvrage important « Neuroesclaves ». Cette question de l'État totalitaire se double en même temps d'une très grande tolérance à l'égard de la commission des crimes et délits, qu'on a résumé justement par la formule « la prison pour personne ». Il y a une contradiction entre ces deux tendances, et les policiers la ressentent au quotidien maintenant, parce qu'ils sont à la fois désarmés face aux auteurs de crimes et délits, et en même temps, on leur demande d'être toujours plus sur le dos des automobilistes. Et cette contradiction, évidemment, ils la ressentent immédiatement par la baisse de popularité qui est la leur et en même temps leur sentiment d'impuissance. Ils demandent, pour répondre à cette contradiction, le changement de la loi concernant l'usage de leurs armes. En particulier, on l'a vu lors du dernier incident à Viry-Châtillon, les policiers n'ont pas dégainé leurs armes alors qu'ils étaient attaqués au cocktail Molotov. Pourquoi ? Ils expliquent: si nous sortons notre arme, c'est pour nous immédiatement la suspension, éventuellement la garde à vue, l'audition chez les bœufs-carottes, et s'il y a eu usage, alors là c'est carrément le grand 8, prison préventive, comparution, peut-être même les assises, enfin on peut tout imaginer, et en tout cas la fin d'une carrière, la fin d'une vie, enfin une vie brisée. Ils demandent la modification des dispositions légales sur l'usage des armes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et vous dire vous ce que vous feriez si vous étiez aux manettes ? Alors oui, c'est vrai que c'était un sujet débat, parce que le député Éric Ciotti, lui, a été pour une sorte de libéralisation maximum de l'usage des armes. On doit rappeler aujourd'hui que si le policier n'a pas le droit d'avoir son arme à l'extérieur, c'est pour des raisons aussi de sécurité, parce qu'il y a eu quand même pas mal de bavures. En fait, tout ça, c'est lié à la question de la légitime défense qui touche à la fois les policiers et les particuliers, et qui doit être proportionné. Comme me l'a rappelé très récemment un camarade, un très très bon camarade, cette proportion doit être disproportionnée en termes de légitime défense personnelle. Pour les personnes civiles. Pour les personnes civiles, quand vous voyez un réfugié syrien qui n'est pas du tout syrien, qui vient vous voir pour prendre votre femme, il faut bien sûr se défendre, et ça de manière disproportionnée. Et surtout, ensuite, sur la question de la légitime défense qui s'applique aussi pour les policiers, il doit toujours y avoir la question de la proportion, qui est la proportionnalité, qui est vraiment vérifiée au millimètre près par les enquêtes administratives quand le policier doit le faire. Et donc peut-être s'il doit faire usage de son arme, vous voulez dire. Quand il doit faire usage de son arme, peut-être serait-il effectivement intéressant d'avoir une question de l'usage de la police qui serait différenciée de la légitime défense en droit, et ça serait bien effectivement de voir ça. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes sur ce que vous me disiez pour le reste, prison pour personne, puisqu'il y a aussi aujourd'hui une déception, et ils sont totalement désabusés parce que le syndicat de la magistrature gangrène la justice, et que finalement quelqu'un peut être condamné 20 fois de suite s'il a le prénom qui va avec et les origines, ça posera pas de problème. Donc c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'ils sont totalement mis à l'écart, et que finalement aujourd'hui ce sont des torches humaines. Oui, ils se sentent démunis. Pour revenir un peu sur la question alors d'abord de la légitime défense, Charvet. Juste sur la légitime défense à titre personnel,
Moi, je reviens sur, je crois que c'était l'édit de 1815, c'est-à-dire qu'entre 10h du soir et 6h du matin, si une personne que vous n'avez pas invitée chez vous s'introduit chez vous, vous pouvez la tuer légitimement sans aucune poursuite. Par ailleurs, il y avait un slogan qu'on avait édité il y a quelques années qui était contre les caméras de surveillance autodéfense. Je pense que remettre intégralement entre les mains de l'État la sécurité personnelle, c'est nécessairement amener au totalitarisme, c'est-à-dire d'avoir une espèce de Big Mama qui s'occupe de tout, qui vous protège, qui vous couvre, etc., qui prétend vous défendre, alors qu'en réalité, on ne peut pas avoir un flic derrière chaque poubelle, chaque maison pour protéger et éviter les délits. Donc, il faudrait, à mon sens, revenir sur une légitime défense propre, c'est-à-dire que le particulier a le droit et la légitimité, c'est-à-dire qu'elle a la loi avec lui, pour défendre sa propriété privée. Et la police, la gendarmerie, l'armée, le cas échéant, sont là pour surseoir au civil quand il est en défaut sur la défense, mais le premier qui doit surseoir sa sécurité, c'est l'individu. L'État venant uniquement en secours au cas où l'individu n'a pas la capacité propre de se défendre. C'est un principe de subsidiarité, c'est-à-dire chaque échelon est pertinent jusqu'à ne plus pouvoir remplir cette mission, raison pour laquelle les forces de l'ordre peuvent venir suppléer un défaut d'un père de famille qui ne pourrait pas assumer seul, ou parce qu'il serait, par exemple, submergé par le nombre des migrants syriens venus d'Érythrée, par exemple. Le cas s'est déjà posé. On sait aujourd'hui que le particulier comme le policier, s'ils ont à faire usage d'une arme dans le cadre de cette légitime défense, qu'en gros, chinois, vous proposeriez finalement de séparer le régime des forces de l'ordre du régime de droit commun, de réviser le droit commun pour ôter cette mention de la proportionnalité de la riposte, pour la rendre justement disproportionnée, mais délibérément, en disant en gros, quelqu'un rentre chez moi armé d'un couteau de nuit, j'ai pas à rentrer dans le détail de son équipement finalement pour faire usage d'une arme à feu. Et là, évidemment, on serait dans le cadre plus ou moins, encore que ce serait sans doute moins libéral, du décret qu'évoquait Charvet. Et donc, les forces de l'ordre, pour elles, vous réserveriez, disons, une loi spéciale qui encadrerait l'usage de leurs armes, là, cette fois proportionnée du fait qu'ils disposent justement d'armes létales, d'armes non létales, de renforts, d'équipements, etc. Est-ce que j'ai bien traduit votre pensée ? Oui, c'est exactement ça. Et au niveau du particulier, sur la question d'une légitime défense disproportionnée, ça rentre totalement en ligne de compte avec le désinvestissement de l'État. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place cette disproportion dans la défense, parce que de toute manière, l'État n'est plus présent aujourd'hui pour défendre les particuliers, pour défendre les Français. Et du coup, ça, c'est un thème qui nous est cher, Monsieur K, qui est la question des nouvelles féodalités, où finalement, ce sont les groupes constitués qui doivent participer à leur autodéfense parce que l'État ne veut plus ou ne peut plus rien faire. Voilà. Oui, c'est sûr, on va pas attendre que les voitures de gendarmes viennent en bas de chez nous pour nous défendre. On ne le peut plus, on ne le peut pas. D'abord par la réduction des effectifs qui ont été, je le rappelle, pour ceux qui s'apprêtent à voter à la primaire et éventuellement à la présidentielle pour les élus de la droite d'affaires, qui a été décidé sous Sarkozy, dépouillement, destruction en fait des forces de l'ordre, destruction de l'armée par le livre blanc dans le même genre. Encore que les gendarmes soient pas le parent pauvre de la réforme de 2008. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est sans doute plutôt sur des opérations de maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, c'est-à-dire répression des populations. Je voudrais quand même faire une remarque, puisqu'on en est à ce point. On parle de la police. Vous allez me rappeler, chinois, si je me trompe, un haut responsable de la DCRI, le responsable de la DCRI, je crois, le directeur de la DCRI, Patrick Calvar, a déclaré récemment que sa plus grande crainte maintenant, en termes de guerre civile, c'était une action délibérée, une action inattendue, enfin une action un peu qui déborderait finalement de la colère populaire venant de la droite ultra, de la droite radicale, de la droite de l'extrême droite, en particulier sur la question de l'islam. Alors ça ne peut que évidemment susciter en moi l'interrogation, parce que d'abord cette islamophobie, j'utilise le mot entre guillemets, c'est devenu un discours quasiment étatique, on n'entend que ça dans les médias. Je crois que c'est un sujet très important,
mais c'est sans doute un sujet secondaire eu égard au danger migratoire. C'est-à-dire que on se fiche de savoir si les migrants sont musulmans, animistes, cannibales, shinto ou catholiques. Le problème auquel la France a affaire, le problème, je dirais, mais la mère des batailles, c'est la bataille migratoire. C'est le combat pour mettre fin à cette véritable marée noire. Mais on voit bien je dirais, la construction, pour reprendre les termes qu'utilisent nos camarades du Comité Invisible, la construction d'une radicalité par l'orientation du discours sur la seule question de l'islam, et finalement, on entend presque un appel du pied des forces de sécurité à l'égard de cette extrême droite, à qui on donne maintenant des porte-voix presque avec leur ronde serviette sur tous les plateaux télé et radio. Suivez mon regard, un personnage comme Éric Zemmour, évidemment, rentre très très bien dans le rôle. Quel commentaire cette remarque suscite en vous, Chinois, vous qui connaissez bien les services de renseignement et de sécurité français? De l'inquiétude à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que effectivement, donc quand des terroristes d'origine suédoise, dirons-nous pour ne choquer personne, vont faire 289 morts, le directeur des services du renseignement intérieur nous explique que la première inquiétude, ce sont les représailles de la droite ultra. Là, il y a quand même effectivement des questions à se poser en disant où passent les centaines de millions d'euros de la DGSI chaque année pour raconter de telles sornettes. L'autre inquiétude, effectivement, c'est sur la question de la construction de cette radicalité, en disant où est-ce qu'ils veulent en venir. Pourquoi on met en place un ennemi qui n'existe pas, c'est-à-dire la droite ultra, et la mettre au devant sur le fait accompli, puisque je pense pas que quelques camarades ou jeunes qui balancent des lardons soient vraiment des ennemis de la nation ou d'autres assimilés. Et donc c'est une construction d'une imagerie populaire. Je pense que c'est lié aussi aux élections, c'est lié aux ordres qu'ils doivent avoir, mais on est sur une construction de tension. Alors en plus, il n'y a pas besoin d'en avoir parce que le multiculturalisme est un constructeur de tension, mais on fait exprès justement de mettre ces éléments pour que ensuite on puisse avec le glaive taper sur le bouclier, je pense. Je voudrais rappeler, on l'a évoqué très brièvement avant la pause musicale, que les policiers qui sont aujourd'hui dans la rue, hier, matraquaient leurs collègues, je ne peux pas parler autrement, parce qu'il s'agit aussi d'un corps constitué, que sont les pompiers. Tout à fait. J'aimerais rappeler ces images qui, à mon avis, ont porté un tort considérable à l'image de la police, de voir les pompiers, qui sont quand même le corps de l'État, peut-être le plus aimé des Français, qui par ailleurs adorent leur police, hein. Attention, là, ce soir, on n'est pas dans une position très confortable, hein. Contrairement à ce que diront les uns ou les autres dans les commentaires. Je vous invite d'ailleurs à commenter sous cette émission, à la fois sur le blog Méridien Zéro, que je salue et que je remercie pour nous reposter, également sur la chaîne YouTube, Fréquence Orage d'Acier, donc Orage d'Acier sur n'importe quel moteur de recherche, vous le retrouverez aisément. Commentez cette émission. L'objectif, c'est évidemment de déclencher un débat, mais surtout, n'oubliez pas, lorsque vous commentez, s'il vous plaît, de tenir compte des arguments qui ont été avancés et ne faites pas trop votre rôle. Charvet. Simplement sur justement les réactions, l'expérience a montré il y a quelques jours, nous avons diffusé 2 visuels sur soutien à la police. Chacun des visuels montrant une jeune fille lors des manifs pour tous se faisant à moitié étranglée par un policier. Alors certaines mauvaises langues ont dit c'était un gendarme, mais le fond du problème reste le même. Et un deuxième visuel montrant l'évacuation de l'église Sainte-Rita avec deux policiers traînant au sol un prêtre au moment de l'office. Certains commentaires qui ont circulé étaient justement de dire vous serez bien content le jour où vous ferez voler votre voiture ou vous aurez besoin de la police qui soit là. Encore une fois, les commentaires, il faut bien voir que notre critique de la police n'est pas uniquement individualiste. Pour mon cas extrêmement personnel, je me suis en effet fait fracturer ma voiture il y a quelques jours. Il n'empêche, certes, la police a arrêté mon agresseur, c'était bien le moindre des choses, mais il n'empêche que je persiste à penser que la police ne fait pas son travail et martyrise bien plus le Pékin moyen que le brigand. Ce que vous dites, Charvet, me fait penser à la pensée de notre camarade et ami Philippe Champ, qui ne cesse de nous répéter que sous Staline, les policiers de la République socialiste soviétique pouvaient bien
faire 15% de travail légitime, de travail régalien, de régulation de la circulation, courir après les bandits, courir après les violeurs et les meurtriers. Il n'en demeure pas moins que le reste de leur activité consistait à matraquer cette population dont vous parliez à l'instant, à matraquer ce Pékin, cet automobiliste, parce qu'il faut quand même mettre les mots, ce contribuable et cet automobiliste qui est devenu une véritable vache à lait. D'ailleurs, c'est si vrai que maintenant, les flics, je le disais tout à l'heure, finissent par en souffrir. Chinois, vous aviez un commentaire, je crois, concernant justement cette mission totalitaire de la police. Tout à fait. Hannah Arendt, dans le cadre de son ouvrage Le système totalitaire, parlait de cette double police, la police qui contrôle la police. Moi, je parlerais même aujourd'hui d'une triple police. Pourquoi ? Puisque, comme le disait Casa tout à l'heure, sont prises les photos des plaques d'immatriculation des policiers qui manifestent. Et donc, il y a un travail du service de renseignement aujourd'hui de la police pour surveiller leurs supposés collègues. Et ensuite, autre police qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, c'est la gendarmerie, puisqu'ils sont fonctionnellement des militaires, mais ils ont des missions de sécurité à l'intérieur. Et donc, en fait, ce sont exactement des policiers qui n'ont pas le droit de manifester. Voilà la différence. Et c'est eux qu'on a envoyés d'ailleurs contre les policiers urbains, on va dire, ceux qui ont les segments villes. C'est eux qu'on a envoyés pour le maintien de l'ordre face à leurs collègues, on ne peut pas les appeler autrement, maintenant qu'en plus, ils appartiennent pour moitié, ils dépendent pour moitié du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire, cette confrontation police-gendarmerie ? Ça montre que là, le pouvoir est aux abois et qu'il a vraiment peur justement d'une perte de la base de la police et qu'ils sont obligés aujourd'hui de se resserrer sur l'armée, donc sur la gendarmerie nationale, pour pouvoir effectuer des missions qu'ils ne devraient pas faire. Est-ce que cette situation ne crée pas des contradictions nouvelles ? Je veux dire, il y a toujours eu cette rivalité depuis la réforme de Sarkozy, police, gendarmerie, intégration de la gendarmerie dans le ministère de l'Intérieur pour moitié. On voyait bien qu'il y a toujours eu cette jalousie aussi, des statuts différents, pas le droit d'être syndiqué, des payes peut-être un peu plus intéressantes, un partage des zones, enfin tout un ensemble de choses qui font qu'il y a comme dans tous les corps, des logiques corporatistes et de rivalité. Mais est-ce que là, à les mettre face à face, on ne risque pas justement une cassure de l'appareil du ministère de l'Intérieur, alors même que l'on dit que la réforme des CRI aura totalement désorganisé le système de renseignement ? Si, parce qu'en fait, il y a la réponse est simple, c'est qu'il n'y a aucune politique aujourd'hui qui se fait sur le long terme. Et donc à partir de là, chacun va arriver, chacun va amener sa propre réforme, puisque c'est bien l'effet d'annonce, la publicité. Mais du coup, il n'arrive pas à avoir sur le long terme. Et déjà que c'était le bordel auparavant au niveau du renseignement et aussi entre police et gendarmerie, c'est encore pire aujourd'hui avec des décisions qui sont prises à la va-vite. Chinois, merci. On va aborder un dernier aspect de cette question de la relation avec les forces de l'ordre dans le cadre de cette mobilisation un peu inédite, disons-le, franchement. Encore que, bien sûr, il y a eu le cas de l'Algérie. Pendant la crise de l'Algérie, les policiers avaient aussi débordé, on peut le dire, à la fois contre les manifestants encadrés par le FLN, et puis surtout l'armée. L'armée avait débordé de son lit, elle aussi, imitant probablement, enfin pour beaucoup d'entre eux, c'était des anciens Français libres, imitant en cela leur premier mouvement de 1940. Si ce n'est pas une chose totalement inédite dans l'histoire de France, c'est en tout cas l'exception, les forces de l'ordre et l'armée en France étant marquées par une culture profondément loyaliste, d'où ce romantisme, ce légalisme et ce providentialisme dont on parlait tout à l'heure. Mais j'aimerais justement, dans le cadre de toutes ces contradictions que l'on voit dans les esprits bouillonnants maintenant qui agitent les réseaux sociaux, on a vu des images, par exemple, d'un monsieur qui est venu avec un panneau dans la mobilisation, avec écrit « Gazé en 2013 », donc pour mémoire la manif pour tous, mais pas rancunier, hashtag soutien à la police. Moi j'ai envie de dire hashtag il n'y a plus de respect. Non mais vraiment là, vivre dans le monde du hashtag c'est vraiment difficile. Pour revenir à ce que je disais, ce monsieur n'est pas une contradiction près, Charvet. C'est-à-dire que ce brave monsieur qui a manifesté en 2013, en fait, a manifesté contre une loi qui est de la même main que celle qui paye le mec qui lui a gazé la gueule aujourd'hui et hier et qui manifeste aujourd'hui. Donc, encore une fois, la cohérence voudrait que, ayant lutté contre une loi profondément néfaste contre l'État de la France, s'étant fait gazer
Fort justement, d'ailleurs, c'est tout à fait légitime, parce qu'encore une fois, loin de nous l'idée de dire que les flics qui nous ont gazés en 2013 ont eu tort de le faire. Ils étaient dans leur rôle, ils l'ont fait. Ils étaient dans leur rôle, et comme nous étions tout à fait dans notre rôle, quand nous enfoncions les lignes, et quand nous les bousculions largement, et quand nous dénoncions la police dans les rangs des manifestants. Donc chacun était dans son rôle. Aujourd'hui, manifeste fort bien qu'ils manifestent. Moi, j'avoue que personnellement, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. J'en suis dans une logique révolutionnaire qui veut que je n'embrasse pas la main qui soutient un régime que je honnie et contre lequel je combats tous les jours. Il y a en ce moment aussi une contradiction un peu plus ancienne, mais qu'on sent poindre dans la droite nationale, c'est la question du soutien qu'avait apporté le ciel à la fois au général Picmal et ensuite aux policiers, dont un avait été invité à la tribune sur la place du Trocadéro par Karim Ouchik, président du ciel. Certains d'entre nous avaient participé à cette initiative du ciel en essayant d'en faire le rendez-vous à la fois des déçus de la droite d'affaires et des radicaux, des militants radicaux intelligents. On s'était retrouvé d'ailleurs avec d'assez nombreux camarades issus des rangs des identitaires, certains de l'Action française, d'autres de la jeune droite parisienne. Et nous avions essayé de construire cette initiative avec aussi notre propre culture qui était très marquée pour les plus jeunes d'entre nous, évidemment, par l'initiative La Manif pour tous. Et nous avons été véritablement trahi, le sentiment de trahison était très profond parmi nous. Lorsque nous avons vu, d'ailleurs ça a créé des dissensions, en particulier auprès des plus jeunes, qui ne comprenaient pas que Karim Ouchik, président du ciel, puisse appeler à des manifestations de soutien à des généraux qui se sont déballonnés dans l'après-midi même, ou à des policiers qui étaient identifiés, évidemment, à ceux qui avaient triqué, gazé les jeunes manifestants de la Manif pour tous 2-3 ans plus tôt. C'est vraiment une pépite, ce Karim Ouchik, qui d'ailleurs en termes de remigration est plus royaliste que le roi. Mais bon, ça c'est à voir. Effectivement, là, tout cet aspect-là, on voit le déballonnage du système, puisque tous ces gens, et notamment le général Picmal, qui en 24 heures a tourné sa veste plus rapidement que Jacques Dutronc, est quand même assez impressionnant. Mais pourquoi ? Parce que en fait, il s'est rendu compte qu'il avait sa retraite. Mais quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Nos camarades identitaires qui ont fait la manifestation et qui ont fait de la prison ferme pour être allés sur l'autoroute, eux, ils sont allés jusqu'au bout. Donc c'est ça aussi qu'on voit. On a vu quand même sur les réseaux sociaux tout un peuple de droitards apporter son soutien. Alors au moment des faits, la commission des faits, pour prendre un vocabulaire policier, à Calais. Mais encore par la suite, alors que Picmal avait déjà baissé son froc, retourné sa veste et mis tout ça en bouchon, encore lorsqu'il a été convoqué devant la commission disciplinaire, je suppose, enfin quelque chose d'approchant du ministère de la Défense, encore des soutiens. J'ai encore vu ça, des gens pour qui j'ai pourtant de l'estime, soutenir une vieille ganache, une vieille baderne sur le retour, comme Picmal qui a fait toute sa carrière sous François Mitterrand, rappelons-le. Est-ce que il n'est pas temps maintenant que nos amis comprennent qu'un peu de cohérence, ce serait pas du luxe? Oui, c'est vraiment important. Au bout d'un moment, il faut être clair. Ne soyez pas en contradiction avec vos propos et arrêtez de manger là où vous chiez, tout simplement. Un des arguments des soutiens à la police, alors certains manifestants, semble-t-il, ont scandé franc-maçon en prison au moment des manifestations. Alors moi, j'avoue personnellement, je ne connais pas de policier, donc je ne sais pas qui a lancé ce slogan, qui au demeurant est tout à fait sympathique, mais qui malgré tout ne me paraît pas légitimer l'action de mobilisation de la police. C'est un argument qui me paraît un petit peu fallacieux en disant oui, regardez, enfin ils ont compris, ils sont avec nous. Ça me paraît être un raccourci un peu. Alors, sans en faire des ralliés de la cause nationaliste révolutionnaire, une chose est sûre, c'est que des yeux se dessillent, les yeux s'entr'ouvrent. Plus pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissaient pas forcément bien la maison Poulaga, il faut savoir que les carrières sont faites à l'intérieur de la maison Poulet par les syndicats et par la loge. C'est-à-dire en fait, en général, ça va de pair. Hein. On adhère à un syndicat, on adhère à la loge. C'est sans doute le corps le plus maçonnisé de France, la préfectorale et l'armée mise de côté. Enfin, vous verrez le lien quand même. La police doit être le corps le plus maçonnisé de France devant le BTP, devant les bâtiments, les bâtiments de travaux publics, ce qui est quand même un comble.
parce que dans le BTP, on sait que tout ne se fait que par copinage, etc. Donc vous imaginez le niveau d'inceste, consanguinité qu'il y a dans la maison Poulaga. Je renvoie les jeunes auditeurs ou les plus vieux qui ne connaissent pas cette maison vers le livre Place Beauvau, qui est le fait de 2 journalistes ou 3 journalistes spécialisés dans la question de police-justice et qui ont, en gros, en 400 pages, racontent un petit peu les arrière-cuisines de la maison Poulaga. Alors là, il y en a, là, le temps va nous manquer, il nous reste 3 minutes, mais les histoires ne manquent pas. Par exemple, ces commissaires qui se font affecter dans des communes sur lesquelles il y a des services de fin de vie, parce que un commissaire de police touche à chaque fois qu'il ferme un cercueil, les pourboires, les pourliches, avec les serruriers, métalleries, avec les dépanneurs, avec l'ensemble ou alors carrément les pourris qui se font offrir le déjeuner tous les jours par les petits commerçants, etc. Les artisans qui sont obligés de cotiser finalement pour se mettre bien à la caisse des orphelins de la police, dont on sait que c'est un véritable fromage. La question des syndicats, la question des carrières, la question... Enfin, tout ça avec, évidemment, un petit parfum d'encens maçonnique qui vous emballe tout ça pour le charme. Et n'oubliez pas, là, les liens, évidemment, avec le milieu le mi-temps, avec le milieu criminel, le crime organisé. Tout ça, encore une fois, en lien avec la mafia, avec la maçonnerie, pardon, parce qu'on se retrouve en loge entre collègues, finalement, parce que tout ça, c'est l'underground. C'est une faune qui peuple les mêmes endroits, les clubs de poker, l'aéroclub, et ce genre, et aussi on peut parler de la mondaine qui s'occupe des établissements de nuit, toutes les affaires de corruption, de boîtes de nuit, etc. Donc vraiment, là c'est un roman, ça nous emmènerait trop loin. Donc lisez ce livre, Place Beauvau, et puis je vais vous donner, messieurs, en conclusion, un dernier mot chinois. Oui, et juste pour compléter et conclure aussi, finalement, ce propos franc-maçon en prison, ça montre bien la rupture entre la base et les élites de la police, les commissaires francs-maçons et le policier de la rue qui, lui, ne l'est pas. Voilà, juste une chose, ACAB, défends-toi toi-même, tout ira mieux. Voilà, on peut peut-être terminer là-dessus sur la question de la maçonnerie, parce que je suis pas un obsédé de la loge, mais enfin, c'est quand même un système, c'est un système spirituel, c'est un système religieux, et lorsque l'on est embarqué là-dedans, vous imaginez travailler dans un climat où l'essentiel de votre hiérarchie est maçonnique, eh bien, vous vivez dans un climat spirituel empreint de cette indescriptible et indicible lumière de Lucifer. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était le 38e épisode de Fréquence Orage d'Acier, et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu ne vas pas...